Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons traiter le chapitre transformation physique. Alors, nous allons un peu faire quelques brefs rappels sur les états physiques d'un corps pur. Alors, qu'est-ce qu'un corps pur? Petit rappel, un corps pur est un système constitué d'une seule espèce chimique, c'est-à-dire d'entités chimiques identiques. Exemple, l'eau et le glucose sont des corps purs constitués chacun de molécules H2O, de molécules d'eau, et de molécules de glucose, C6H12O6. Alors, les états physiques d'un corps pur et leur modélisation microscopique. Alors, un corps pur, on sait depuis le collège qu'un corps pur existe sous trois états physiques: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Exemple de l'eau, donc on va pas s'appuyer sur l'exemple de l'eau et modéliser, c'est-à-dire décrire de façon simplifiée les trois états de la matière. Alors regardons la photo. Cette photo, sur cette photo il y a un iceberg, de l'eau de mer et puis des nuages. En fait, sur cette photo sont rassemblés les trois états physiques de l'eau. L'état solide. Alors l'état solide, c'est l'iceberg, c'est la glace, constitué donc par des molécules d'eau, vous les voyez ici, toutes s'attachées entre elles. L'état solide est modélisé par des entités chimiques très rapprochées et rigidement liées entre elles, animées de mouvements de faible amplitude, c'est-à-dire qu'une molécule des molécules d'eau oscille sur place, elles vibrent. La deuxième partie de la photo, c'est-à-dire là où il y a d'autres mers, c'est l'état liquide. L'état liquide, on peut le modéliser par des entités chimiques très légèrement espacées, peu liées entre elles et mobiles les unes par rapport aux autres. Un peu comme un sac de billes, les billes pouvant se glisser les unes par rapport aux autres. Et enfin, l'état gazeux est modélisé. Alors vous voyez ici donc des molécules d'eau qui sont très espacées. Donc, de façon générale, l'état gazeux est modélisé par des entités chimiques beaucoup plus espacées, non liées entre elles et très mobiles les unes par rapport aux autres. Donc, ce que l'on peut retenir, c'est que l'état solide est plus condensé que l'état liquide, lui-même plus condensé que l'état gazeux. Bien, transformation physique, changement d'état d'un corps pur. Il arrive souvent qu'un corps pur change d'état. Par exemple, passe de l'état solide à l'état liquide. On dit alors qu'il subit une transformation physique. Quelques exemples. Premier exemple, fusion de la glace. Alors, voici des glaçons, c'est-à-dire de l'eau solide dans un verre. Au bout d'un certain temps, l'eau passe donc de l'état solide à l'état liquide. On dit qu'il y a fusion de la glace. La fusion est une transformation physique. L'écriture symbolique de la fusion est H2O S, ce qui veut dire état solide, donne H2O L, ce qui veut dire état liquide. Exemple 2, vaporisation de l'eau. Si l'on fait bouillir de l'eau dans une casserole, l'eau passe progressivement de l'état liquide à l'état gazeux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'eau dans l'état final dans la casserole. On dit qu'il y a vaporisation de l'eau, qui est également une transformation physique. L'écriture symbolique de la vaporisation est alors H2O à l'état liquide donne H2O à l'état gazeux. Donc, résumons, transformation physique. De façon générale, une transformation physique a lieu lorsqu'un corps pur passe d'un état physique à un autre, c'est-à-dire lorsqu'il y a changement d'état. L'équation d'un
un changement d'état a pour écriture symbolique espèce chimique dans l'état 1, par exemple H2O à l'état liquide, donne espèce chimique dans l'état 2, c'est-à-dire par exemple H2O à l'état gazeux. Les notations pour l'état solide, se souvenir que c'est entre parenthèses S, pour l'état liquide, petit l entre parenthèses, et alors, détaillons les 6 principaux changements d'état. Alors, vous avez les 3 états de base, solide, liquide et gazeux. Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation. Et le passage de l'état solide à l'état gazeux s'appelle la sublimation. A l'inverse, le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la liquéfaction. Le passage de l'état liquide à l'état solide s'appelle la solidification. Et le passage de l'état gazeux à l'état solide s'appelle la condensation. Alors, qu'appelle-t-on température de changement d'état? Prenons l'exemple de la fusion de glaçons. Les glaçons sont placés à température ambiante et ils se mettent à fondre dès que la température atteint 0 degré Celsius. Voir la photo de gauche où l'eau est à l'état solide à 0 degré Celsius. Ils se transforment alors en eau liquide. Voilà la transformation en eau liquide. Donc, et la température de l'eau reste égale à 0 degré Celsius tout au long de la fusion. L'eau solide et l'eau liquide coexistent lors de la fusion, c'est-à-dire que dans la situation intermédiaire, ici, il y a mélange eau solide, eau liquide, c'est-à-dire S plus L. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le changement d'état physique d'un corps pur s'effectue sous une pression donnée, à une température constante déterminée. Cette température, que l'on appelle température de changement d'état, est caractéristique du corps pur. Les deux états coexistent au cours du changement d'état. Alors, observons le diagramme grand T en fonction du temps lorsqu'on part de l'état solide et que l'on commence à chauffer. La température du solide, S, monte. Lorsqu'on atteint une certaine température, on va appeler température de fusion, à ce moment-là, la fusion s'amorce et alors le solide et le liquide coexistent. Au bout d'un certain temps, eh bien, il n'y a plus que du liquide. Le liquide, alors sa température commence à augmenter jusqu'à ce que on atteigne la température d'ébullition. À ce moment-là, la vaporisation s'amorce et tout au long de la vaporisation, la température reste constante et égale à la température d'ébullition. Lorsque il ne reste plus de liquide, à ce moment-là, le gaz, sa température, on peut continuer à la faire augmenter. Alors, si on inverse le sens de déroulement du temps, c'est-à-dire que on part de l'état gazeux et l'on refroidit. À partir du moment où on a obtenu la première goutte de liquide, on a atteint la température dite de liquéfaction. Et cette température de liquéfaction est égale à la température d'ébullition. Voilà la température de liquéfaction. On continue à refroidir et à ce moment-là, eh bien, on n'a plus que du liquide. On refroidit encore, on diminue la température et lorsque la température atteint une certaine valeur, et cette valeur, eh bien, ça va être la température de solidification égale à la température de fusion, alors, eh bien, les premiers glaçons, le corps pur à l'état solide apparaît, et pendant toute la fusion, l'état solide et l'état liquide coexistent. Voilà. Et enfin, lorsque on a terminé, eh bien, le solide, on peut diminuer sa température.
Alors, modélisation microscopique d'une transformation physique. Alors, observons des représentations des états solides, liquides et gazeux. Nous voyons que la transformation physique qui permet au solide, à un corps pur, de passer de l'état solide à l'état liquide, eh bien, nous voyons qu'au cours de cette transformation, les molécules se réarrangent. D'accord ? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas disposées de la même façon. De même, lorsqu'on passe de l'état liquide à l'état gazeux, les molécules se réarrangent encore différemment. Donc, le premier point, c'est que lors d'une transformation physique, eh bien, les entités chimiques se réarrangent et d'autre part, les entités chimiques restent intactes. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Hein, les entités chimiques restent intactes, mais se réarrangent différemment. Alors, le programme veut que l'on distingue fusion et dissolution. Pourquoi ? C'est dans le but de déconstruire une fausse idée sur la dissolution. Souvent, lorsque on dissout, par exemple, du sucre dans de l'eau, eh bien, un élève est amené à dire, bah oui, le sucre a fondu. Eh bien non, justement, on va essayer de distinguer les deux, fusion et dissolution. Alors, la fusion, nous en avons parlé, hein, donc, lorsqu'on passe de l'état solide à l'état liquide, c'est une fusion, les entités chimiques ici, vous voyez, se réarrangent. Donc, et de façon différente. Bon, maintenant, lorsque l'on met du sucre dans de l'eau, eh bien, que se passe-t-il ? Il se passe une dissolution. C'est-à-dire que les molécules de sucre vont se réarranger, oui, mais parmi les molécules d'eau. C'est-à-dire qu'il y a alors une dispersion des molécules de sucre parmi les molécules d'eau. Et le sucre n'est pas à l'état liquide, mais il est à l'état aqueux. On note aqu, c'est-à-dire qu'il est en solution. Aqu vient de aqua en latin, qui veut dire l'eau. Donc ça veut dire que le sucre, quand on note sucre entre parenthèses aqu, ça veut dire sucre dissous dans l'eau. Vous voyez que c'est fondamentalement, les deux situations sont fondamentalement différentes. Ici, nous avons un corps pur avec des entités qui se réarrangent. Et à droite, vous avez un corps pur, mais avec des entités qui se réarrangent, mais parmi les molécules. Autrement dit, il est inexact de dire que le sucre fond. Le sucre ne passe pas de l'état solide à l'état liquide. Il subit une dissolution, c'est-à-dire une dispersion des molécules qu'il constitue parmi les molécules. On fait donc la distinction entre fusion et dissolution en faisant appel à l'échelle microscopique. La fusion d'un corps pur est un réarrangement des entités de ce corps pur. La dissolution, au contraire, d'un corps pur est une dispersion des entités du corps pur parmi les entités du solvant. Bien, le programme veut que l'élève sache citer des exemples de changements d'état physique dans la vie courante. Alors, premier exemple, la formation de buée, qui est tout à fait d'actualité. Lors du port d'un masque, la vapeur d'eau issue de la respiration d'une personne qui porte le masque subit une liquéfaction au contact des verres. Des gouttelettes d'eau très fines se forment. C'est de la buée. Alors, dans les habitations, il y a la plupart du temps un frigidaire, et dans les pays chauds, froids, il y a quelquefois des pompes à chaleur qui permettent de réaliser des économies d'énergie. Frigidaire et pompe à chaleur mettent en jeu le même type de dispositif et ont un fonctionnement inverse l'un de l'autre. Alors, dans un frigidaire comme dans une pompe à chaleur, il y a une espèce chimique, souvent de l'isobutane, qui est sous forme d'un fluide, alors parfois gazeux, parfois liquide, qui fait le tour du dispositif en subissant un cycle d'évaporation et de liquéfaction dans les deux dispositifs séparés. Alors, regardons un petit peu
le cas du frigidaire. De l'isobutane rentre dans le frigidaire sous forme liquide et subit une vaporisation à l'intérieur du frigidaire. Donc à la sortie du frigidaire, il y a de l'isobutane gazeux. Et cette évaporation, nous le verrons bientôt, eh bien, engendre un refroidissement du frigidaire. Puis c'est pas fini parce que l'isobutane gazeux va à son tour pénétrer dans un condenseur pour sortir à l'état liquide. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a alors une liquéfaction. Et ensuite, eh ben, l'isobutane rentre à nouveau à l'état liquide dans le frigidaire et ainsi de suite. Le cycle est bouclé. Maintenant, pour la pompe à chaleur, regardons un petit peu de l'isobutane qui subit une liquéfaction. Donc, vous voyez, il rentre à l'état gazeux dans la pompe à chaleur et grâce au condenseur, eh bien, il se transforme en isobutane liquide. Donc, il subit bien une liquéfaction. Et ce qui réchauffe alors la pièce dans laquelle la pompe à chaleur est placée. Et puis à la sortie de la pompe à chaleur, l'isobutane liquide va rentrer dans un évaporateur à l'extérieur de la pompe à chaleur et donc il va y avoir à ce moment-là une transformation qui fait passer l'isobutane de l'état liquide à l'état gazeux, c'est-à-dire une vaporisation. Et ainsi de suite, de nouveau l'isobutane gazeux rentre à nouveau dans la pompe à chaleur et va subir à nouveau une liquéfaction. Alors, le programme veut aussi qu'on sache citer des exemples de changement d'état dans l'environnement. Alors, les pluies, les précipitations en général. Bon, la pluie est un type de précipitation qui résulte de l'évaporation de l'eau des océans, des lacs, de toutes les étendues d'eau qu'il y a à la surface de la Terre, et cette évaporation ayant lieu dans l'atmosphère. En altitude, il y a liquéfaction de la vapeur d'eau, qui tombe alors sous forme de pluie. La neige et la grêle. Alors la neige, comme la grêle, résulte d'une solidification de gouttes d'eau lors de leur chute dans les nuages. Pour la neige, la solidification est lente, contrairement à la grêle. Le givre. Alors, vous avez vu sur les pare-brises du givre qui se forme. Le givre résulte de la condensation, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état solide de la vapeur d'eau de l'atmosphère par des temps très froids. Et enfin, les glaces. La fusion des glaces due au réchauffement climatique, voilà, là encore, où intervient un changement d'état, c'est-à-dire passage de l'état solide à l'état liquide. Alors, parlons maintenant de transfert d'énergie thermique. Alors, pourquoi parler de transfert d'énergie thermique? Eh bien, parce qu'un corps pur change d'état physique grâce à un échange d'énergie thermique entre le corps pur et considéré comme système et le milieu extérieur. Alors, revenons sur un petit rappel du collège sur la signification de la température. Température et agitation thermique, et nous allons introduire la notion de corps chaud et de corps froid. Alors, la température T d'un système est liée à l'agitation permanente de ces entités, appelée agitation thermique. Plus T est élevé, plus les entités sont agitées, et inversement. Alors, regardons un système, que l'on va appeler système 1, qui est à une température T1. Ça, on a zoomé sur ce qui se passe à l'échelle microscopique, et on constate donc que les entités sont toutes animées de mouvements désordonnés. Alors les petites flèches
qui apparaissent, eh bien, symbolisent à un instant T les directions et les sens de déplacement des différentes entités, et les longueurs des petites flèches sont proportionnelles aux vitesses de ces entités. C'est-à-dire que plus les petites flèches sont grandes, et plus c'est agité, moins les petites flèches sont grandes, et moins c'est agité. Donc voilà un système 1 avec un zoom sur le mouvement de ces particules. Un système 2 à la température T2. Alors, cette fois, on voit que les petites flèches bleues ici sont plus petites que les petites flèches rouges. Autrement dit, ça veut dire que dans le système 2, les entités sont moins agitées que dans le système 1. Ce qui signifie que T1 est supérieur à T2. C'est plus agité dans le système 1 que dans le système 2. Alors, par définition, on dira que le système 1, c'est le corps chaud, et que le système 2, c'est le corps froid. Retenons donc soit deux systèmes de température différente. Le corps chaud à la température la plus élevée et le corps froid à la température la plus basse. Alors maintenant, il s'agit de voir lors d'un échange d'énergie, quel est le sens du transfert thermique. Alors on se place dans une situation d'un café chaud, voilà, un café chaud dans une tasse, exposé à l'air libre, qui refroidit progressivement. Et une main placée au voisinage du café, par là par exemple, ressent une sensation de chaud. Voilà la situation. On demande d'identifier le corps chaud et le corps froid et d'indiquer sur un schéma le sens du transfert thermique qui a lieu, appelé transfert thermique. Alors, on représente les deux systèmes. Le café, tout seul, et tout ce qui est à l'extérieur. Voilà, on considère deux systèmes, système 1 et système 2. Alors, quel est le plus chaud? Quel est le plus froid? Le plus chaud, évidemment, c'est le café, et le système 2, c'est le corps froid. Donc, le café et le corps chaud, et l'extérieur, et le corps froid. Alors, on va essayer d'identifier le sens du transfert thermique. Est-ce que le transfert thermique va du système 1 vers le système 2 ou du système 2 vers le système 1? Alors, on utilise une petite indication de la situation. Le café se refroidit et l'extérieur se réchauffe. Alors, qu'est-ce que c'est dire le café se refroidit? Ça veut dire que au bout d'un certain temps, c'est de moins en moins agité à l'intérieur du café. Ça veut dire que le café a perdu de l'énergie thermique. Et au contraire, l'extérieur se réchauffe, ça veut dire que l'extérieur a reçu de l'énergie thermique. Il est donc logique de dire que de l'énergie thermique est passée du système 1 vers le système 2, et on appelle ça un transfert thermique, et on le note Q. Donc, la morale de cette histoire, c'est que un transfert thermique a lieu toujours du corps chaud vers le corps froid. C'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est le sens spontané d'un transfert thermique. Autrement dit, lorsque deux systèmes à des températures différentes sont en contact, il y a un transfert thermique Q en joules, donc c'est une énergie, du corps chaud vers le corps froid. Alors, précisons les conventions de signes que l'on va utiliser pour le sens d'un transfert thermique. Alors, soit un système et le milieu extérieur. Par exemple, café chaud, le milieu extérieur, l'air ambiant. Nous avons vu précédemment que le système libérait de l'énergie, une énergie thermique que l'on va appeler Q. Alors, conventionnellement, d'un point de vue énergétique, tout ce qui est perdu par le système sera compté négativement. Donc Q est négatif. On peut aussi envisager la situation inverse où le système absorbe une énergie Q. Par exemple, si on chauffe de l'eau, le milieu extérieur sera la flamme,
la casserole et évidemment le système va recevoir, absorber de l'énergie. Dans ce cas-là, on prendra comme convention que Q est positif, c'est-à-dire que tout ce qui est reçu par le système sera compté positif. Retenons donc que un transfert thermique Q entre un système et le milieu extérieur est compté positivement s'il y a absorption d'énergie par le système, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Q est strictement positif, ou négativement s'il y a libération d'énergie par le système, Q négatif. Alors, introduisons la notion de transformation physique endothermique et exothermique. Ce sont des mots-clés dont il faudra connaître la signification. On va s'appuyer sur deux exemples. Le premier exemple, la fusion d'un glaçon. Alors, nous considérons donc un glaçon pris comme système, c'est-à-dire de l'eau à l'état solide, prise à 0 degré Celsius. Le glaçon subit une fusion et l'on obtient alors de l'eau à la température de 0 degré Celsius. Alors, on sait par expérience que la fusion d'un glaçon est observée si l'air ambiant, c'est-à-dire une partie du milieu extérieur, voilà le milieu extérieur, au système, a une température supérieure à 0 degré Celsius. Alors, on peut se demander quel est alors le sens du transfert thermique entre le système et le milieu extérieur. On sait que le transfert thermique a lieu du corps chaud vers le corps froid. Alors le corps chaud ici, eh bien, ça va être le milieu extérieur, donc il y a un transfert thermique du milieu extérieur vers le système. Et ce transfert thermique, eh bien, équivaut à une absorption d'énergie par le système, et avec une énergie qui sera comptée positivement. On dit que le changement d'état est une transformation physique endothermique, parce que le système absorbe de l'énergie. Donc, absorption d'énergie, eh bien, veut dire endothermique. Dans le même temps, le milieu extérieur, ici, se refroidit. Pourquoi? Parce qu'il perd de l'énergie. Vous voyez bien qu'il perd de l'énergie en direction du milieu extérieur, du système. Et d'ailleurs, s'il perd de l'énergie, il va se refroidir. Et la sensation de froid que l'on a sur la main lorsqu'on approche la main au voisinage du glaçon vient confirmer ce fait. Deuxième exemple, solidification de l'eau liquide. Alors, voici donc le système eau à 0 degré Celsius et donc on place le système eau dans un congélateur et au bout d'un certain temps, eh bien, on va obtenir un glaçon à 0 degré Celsius. Le milieu extérieur ici, c'est le congélateur. Le milieu extérieur, bien sûr, le plus voisin du système, c'est le milieu extérieur. Et ce milieu extérieur, évidemment, est à température inférieure à 0 degré Celsius. On va se poser la même question. Quel est le sens du transfert thermique entre le milieu extérieur et le système? Ici, le corps chaud, c'est le système à 0 degré Celsius. Donc, le système va libérer de l'énergie, et une énergie Q que l'on comptera négativement. On dit dans ce cas que la solidification de l'eau liquide est une transformation exothermique. Et dans le même temps, le milieu extérieur se réchauffe car il gagne de l'énergie. Pour résumer, une transformation physique d'un corps pur pris comme système est endothermique si le corps pur absorbe une énergie thermique, Q, au cours du changement d'état. On comptera alors Q positivement.
Dans ce cas, l'énergie absorbée est prise au milieu extérieur qui se refroidit. Elle peut être aussi exothermique. Dans ces conditions, le corps pur libère une énergie thermique Q au cours du changement d'état. Q est alors compté négative. Dans ce cas, le milieu extérieur absorbe l'énergie libérée et se réchauffe. L'énergie échangée lors d'un changement d'état d'un corps pur ne modifie pas la température de ce corps pur. Elle permet seulement de modifier l'arrangement des entités du corps pur. Alors faisons un petit point sur le sens du transfert thermique lors d'un changement d'état. Alors rappelons les 6 transformations physiques classiques sur ce diagramme. Donc, la fusion, la vaporisation, la sublimation dans un sens, et la liquéfaction, la solidification et la condensation dans l'autre sens. Nous avons vu que la fusion était une transformation physique endothermique. De même, la vaporisation est également endothermique. En effet, par exemple, pour faire passer de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux, nous devons chauffer. Donc, la vaporisation est également une transformation physique endothermique. Idem pour la sublimation. Donc, dans le sens solide, liquide, gaz, le changement d'état nécessite une absorption d'énergie. Il s'agit donc de transformation endothermique. Donc, absorption d'énergie par le corps pur, transformation endothermique dans le sens solide, liquide, gaz. À l'inverse, le passage dans le sens gaz, liquide, solide, les changements d'état font apparaître une libération d'énergie. Il s'agit donc de transformation exothermique. Alors en effet, nous avons vu précédemment que la solidification était une transformation physique exothermique. Il en est de même pour la liquéfaction. Par exemple, lorsque l'on sort une bouteille d'eau du frigidaire, nous constatons une apparition de gouttelettes, de buée donc sur la bouteille, qui est due à la liquéfaction de la vapeur d'eau dans l'atmosphère sur le corps froid que constitue la bouteille d'eau. Il y a bien libération d'énergie par la vapeur d'eau du corps chaud vers le corps froid, la bouteille. Au final, une absorption d'énergie correspond au passage d'un état plus condensé à un état moins condensé. En effet, pour passer du solide au liquide puis au gaz, on va vers des états de moins en moins condensés. Une libération d'énergie correspond au passage d'un état moins condensé, ici par exemple le gaz, à un état plus condensé, liquide puis solide. Énergie massique de changement d'état. Qu'est-ce que c'est? Nous donnons la définition, c'est quelque chose qu'il faut retenir. L'énergie massique de changement d'état d'un corps pur, notée grand L, est l'énergie transférée lors du changement d'état d'1 kg de ce corps pur. Grand L, également appelé chaleur latente de changement d'état, s'exprime en joules par kilogramme. Avec les conventions de signes adoptées pour les transferts thermiques, on a grand L positif pour une transformation physique endothermique et grand L négatif pour une transformation physique exothermique. Alors, il faut retenir aussi que la chaleur latente de changement d'état d'un corps pur dépend de la nature de ce corps pur. Elle peut être mesurée à l'aide d'un calorimètre. Alors, un calorimètre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça. Regardez la photo.
un calorimètre est un récipient. Un récipient qui, une fois fermé, il y a un couvercle, hein, ne permet quasiment aucun échange thermique entre un système qu'il contient, par exemple de l'eau et de la glace, si on veut, hein, voilà, et le milieu extérieur. Il permet de mesurer des transferts thermiques ayant lieu en son sein, et en particulier de mesurer une chaleur latente de changement d'état d'un corps pur. Alors, nous verrons ça en TP. Quelques valeurs de chaleur latente de changement d'état. Alors, je donne deux chaleurs latentes pour deux corps purs différents, l'eau et l'ammoniac. La vaporisation de l'eau, 2257 kJ pour 1 kg-1, ce n'est pas à retenir par cœur. Et vaporisation de l'ammoniac, 1370 kJ, kg-1. Nous remarquons que ces deux chaleurs latentes sont différentes. Donc lorsqu'on a deux corps purs différents, les chaleurs latentes sont différentes. On retrouve ce que l'on doit retenir, que la chaleur latente dépend de la nature d'un corps pur. D'autre part, une autre valeur est la liquéfaction de l'eau. Vous voyez, la liquéfaction de l'eau, c'est la transformation physique inverse de la vaporisation. Les deux valeurs sont les mêmes au signe près. Ce qui est logique, la vaporisation est endothermique, donc il y a un signe plus, et la liquéfaction est exothermique, donc il y a un signe moins. Donc, une chaleur latente, on le voit bien, peut être soit positive, soit négative. Nous retiendrons donc que une chaleur latente de changement d'état est égale à l'opposé de la chaleur latente du changement d'état inverse. Alors, expression d'une énergie de changement d'état. Alors, la question est la suivante. Un corps pur de masse petit m échange avec l'extérieur une énergie Q pour passer d'un état physique à un autre. Exprimez Q en fonction de grand L, chaleur massique de changement d'état. Alors, donnons une réponse avec un petit raisonnement. On va écrire que le changement d'état de petit m kg de corps pur met en jeu une énergie Q en joules. Q à exprimer, Q c'est l'inconnu. D'autre part, le changement d'état de 1 kg de corps pur met en jeu une énergie grand L en joules, et cela d'après la définition de la chaleur latente de changement d'état. Par proportionnalité, on peut donc écrire que Q divisé par L égale à M divisé par 1. Donc que Q égale M fois grand L. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que lors du changement d'état d'une masse petit m de corps pur, l'énergie Q transférée entre le corps pur et le milieu extérieur a pour expression Q égale M multiplié par grand L, avec Q en joules, symbole grand J, petit m en kilogrammes, et grand L, chaleur latente de changement d'état, en joules, kilogramme moins 1. Alors, donnons deux exemples d'exploitation de la relation Q égale à ML, des exemples numériques. Alors, exercice 1. Une énergie de 500 joules est mise en jeu pour solidifier 1,25 g d'aluminium solide. Calculez la chaleur latente de solidification que l'on note L indice solide de l'aluminium en kilojoules kilogramme moins 1. Alors, un élément de réponse, on sait que la solidification d'un corps pur est une transformation physique exothermique. Donc, la solidification de M égale 1,26 g d'aluminium libère une énergie Q égale moins 500 joules. Évidemment, on met un signe moins parce que la solidification est exothermique. Il y a une libération d'énergie, d'où le signe moins. Q est négatif. Or, Q égale petit m multiplié par grand N solide. Là, nous appliquons
la formule, la relation précédente, encadrée. Donc, grand L solide égale Q divisé par M. Nous faisons l'application numérique, Q égale moins 500 joules. Alors, on nous demandait d'exprimer la chaleur latente en kilojoules par kilogramme. Il est donc nécessaire de convertir des joules en kilojoules. On sait que 1 joule égale 10 moins 3 kilojoules, donc Q égale à moins 500 fois 10 moins 3, c'est-à-dire moins 0,500 kilojoules. Et petit m, eh bien, il faut le convertir en kilogrammes, hein, puisqu'il nous demande d'exprimer L en kilojoules, kilogramme moins 1, donc M égale 1,26 fois 10 puissance moins 3 kg. On en déduit que L solide égale moins 0,500 kJ, donc kilojoules, divisé par 1,26 10 moins 3 kg, c'est-à-dire moins 397 kJ par kilogramme. Bien, eh bien, proposons un deuxième exercice. On abandonne dans l'atmosphère ambiante à la température de 20 degrés Celsius une masse petit m égale 100 g de glaçons pris à la température T1 égale moins 4,0 degrés Celsius. Au bout d'un temps suffisamment long, on obtient finalement de l'eau à la température T2 égale 20 degrés Celsius. La question est la suivante, première question. Indiquez sur un schéma la suite des transformations avec ou sans changement d'état permettant à l'eau de passer de la température T1, donc moins 4,0 degrés Celsius, à la température T2 égale 20 degrés Celsius. Alors, donnons un élément de réponse. Alors, on part d'eau solide, les glaçons ici, à moins 4,0 degrés Celsius. Et on veut aboutir à de l'eau liquide à 20 degrés Celsius. Il y a donc eu nécessairement fusion de la totalité des glaçons pour passer de l'état initial, qui est ici, à l'état final, ici. Or, nous savons que l'eau solide fond à 0 degrés Celsius quelque part par là, sous la pression atmosphérique ordinaire. Donc, pour passer de moins 4 degrés Celsius à plus 20 degrés Celsius, l'eau a nécessairement atteint la température de 0 degrés Celsius qu'elle conserve tout au long de sa fusion. Il est donc nécessaire d'envisager deux états supplémentaires. L'eau solide a une température T0 égale 0,0 degrés Celsius et l'eau liquide a la température également de 0,0 degrés Celsius. Donc, la suite des transformations subies par l'eau est la suivante. D'abord, le passage de l'eau solide à moins 4,0 degrés Celsius à 0,0 degrés Celsius, qui est un changement d'état, une transformation sans changement d'état, puisque le glaçon est resté glaçon. Puis, le passage de l'eau solide à 0 degrés Celsius à l'eau liquide à 0 degrés Celsius, qui est une fusion, c'est-à-dire une transformation physique, et nécessairement avec changement d'état, puisqu'on est passé de la glace à l'eau. Et enfin, dernière transformation, c'est le passage de l'eau liquide à 0 degrés Celsius à l'eau liquide à 20 degrés Celsius, qui est un simple chauffage, une transformation sans changement d'état. Bien, voilà pour la question 1. Question 2. Calculer l'énergie thermique Q que doit absorber une masse petit m égale 100 g de glaçons à moins 4 degrés Celsius pour atteindre l'état final au liquide à 20 degrés Celsius.
Alors, le rappel, il est là, c'est ce qu'on avait envisagé tout à l'heure. Les données incorpore qui passe d'une température grand T à une température finale, donc T', met en jeu un transfert thermique dont l'expression littérale est Q égale grand C multiplié par la différence T' température finale, qui est ici, moins T température initiale, avec Q ici, donc en joules, T et T' en degrés Celsius, et grand C, à ne pas confondre avec degrés Celsius, la capacité thermique du corpure, c'est-à-dire de l'ensemble des glaçons. Voilà, des glaçons ou de l'eau, on va voir, exprimé en joules degrés Celsius moins 1. Donc, on donne la chaleur latente de fusion de l'eau, LF égale 333 kJ kg moins 1, la capacité thermique des glaçons, c'est indice G, glaçons, ici, d'accord, 0,206 kJ degrés Celsius moins 1, et enfin la capacité thermique de l'eau liquide, ici, d'accord, CE égale 0,418 kJ degrés Celsius moins 1. Alors, donnons un élément de réponse. Tout d'abord, nous allons calculer le transfert thermique Q1 permettant de passer de l'eau solide à moins 4 degrés à l'eau solide à 0 degrés. Donc Q1 est égal à Cg, puisque c'est la glace qui passe, on prend la capacité thermique des glaçons, multiplié par T0 température finale, moins T1 température initiale. Application numérique, alors on remplace Cg par sa valeur, 0,206 kJ degrés Celsius moins 1, multiplié par T0, c'est-à-dire 0,0, moins 4 degrés Celsius. Et on trouve, tout calcul fait, 0,422 kJ. Passons au calcul de Q2. Q2, eh bien, c'est un transfert thermique pour un changement d'état. Nous savons que Q2 est égal à M multiplié par LF, c'est-à-dire chaleur latente de fusion de l'eau. Alors, on remplace M par sa valeur, puisque l'on veut un Q2 en kilojoules, donc nous allons exprimer 333 en CE, LF en kilojoules. Donc 333 kJ kg moins 1 multiplié par 100 10 puissance moins 3, puisqu'on convertit la masse en grammes en kilogrammes. Et on obtient 33 kJ. Enfin, on calcule le transfert thermique pour passer de l'eau liquide à 0 degrés Celsius à l'eau liquide à 20 degrés Celsius en appliquant la même relation. Mais cette fois-ci, grand C sera la capacité thermique de l'eau liquide. Donc Q3 égale CE, facteur de température finale ici, moins température initiale T0 ici. Donc 0,418 kJ degrés Celsius moins 1 multiplié par 20 moins 0. On va trouver 8,4 kJ. Donc, au final, pour calculer l'énergie thermique que doit absorber la masse, que doivent absorber les glaçons pour atteindre l'état final, on va additionner les différents transferts thermiques. D'où Q égale Q1 plus Q2 plus Q3, et tout calcul fait, on va obtenir 42 kJ. Alors on ne gardera que deux chiffres significatifs d'après la règle des décimales.